Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo basée sur l'OSINT, mais aujourd'hui on posera sur l'analyse GeoInt, hein. On a une petite ville, hein, Borodianka, qui a été attaquée, hein, donc ça remonte à un mois maintenant on va dire. Euh, donc c'est une petite ville ukrainienne, hein, de 13 000 habitants, qui, depuis le début de l'invasion russe, en fait, en Ukraine, est sous le feu des projecteurs en raison de sa position stratégique. Elle est à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale. La ville se trouve au croisement de la très stratégique route européenne, la E373, reliant Kiev à la Pologne, avec la route T10-19, qu'on appelle rue Lénine dans la ville, et le principal axe routier actuellement emprunté par le fameux convoi russe long de 40 miles qu'on a pu voir. Vous avez vu les vidéos du Times, du Washington Post, CNN, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais me baser sur les travaux du projet Fox, hein. C'est un crew qui fait de l'OSINT, de la géopolitique, de la cybersécurité. Je me base sur les travaux d'Alexandre B. Donc Monsieur B, merci pour cet incroyable boulot. Donc encore une fois, hein, tout ce travail d'enquête est le sien, n'est pas le mien. Je ne vais faire que contextualiser et vous montrer le workflow grâce à son analyse. Donc on va commencer par, qui dit GeoInt, dit image satellite, hein. Donc on voit que les logiques défensives ukrainiennes et offensives russes s'entrecroisent dans Brodianka, d'où émergent de nombreuses images de manœuvres, d'escarmouches et de bombardements. Vous avez peut-être vu ces vidéos de drones ukrainiens qui filment les escarmouches de fantassins, de troupes blindées qui sont justement bloquées entre la T-19, 10-19 et le 373. Là, vous avez actuellement une vidéo de civils qui essayent de s'échapper. On voit clairement des mines, hein, anti-blindées qui ont été déposées. Et comme vous vous en doutez, si vous roulez dessus, c'est fini pour vous. Donc je trouve ça extrêmement courageux. Donc la première vidéo qui a émergé sur les fils Telegram, hein, je vous ai dit, vous devez tout le temps faire une frise chronologique pour comprendre la complexité des événements. Le 28 février 2022, 15h10, différents fils Telegram, hein, on fait de la veille sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Telegram, sur Facebook. On récupère l'ensemble des informations qui traitent du conflit et on les met en masse de données et on travaille dessus. D'accord? C'est le principe d'analyse et de veille proactive sur les réseaux sociaux, hein. Vous pouvez faire ça pour une catastrophe naturelle, vous pouvez faire ça naturellement lors d'une guerre, hein. Donc on va analyser les événements via le prisme des réseaux sociaux, on va agréger la donnée et grâce à cette agrégation de données, on va raffiner l'information. C'est le cycle et le recueil de l'information, le RIS, hein, je vous en ai déjà parlé en open source. Et ce processus itératif va nous permettre de mieux comprendre les événements, hein. On va extrapoler les informations d'une image, d'une vidéo, on va donner du sens, on va contextualiser, recontextualiser, puisque malheureusement, c'est à 2000 kilomètres d'ici et tout le monde ne connaît pas les lieux, tout le monde ne sait pas précisément où ça se passe, et même dans un premier temps, les journalistes eux-mêmes doivent vérifier l'information, hein, c'est le principe. Donc, différentes sources, et il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on peut voir, c'est que les vidéos est très très dur, hein. On a même la vidéo d'un soldat qui manque de se prendre un obus, ça peut faire mal. Et voilà, hein, l'obus manque de peu sa cible et semble exploser contre la paroi extérieure du bâtiment en béton, sans que l'observateur ne semble être blessé. Heureusement. Donc, premier truc à faire, on va prendre Google Maps, hein, et on va partir sur la ville de Borodyanka, hein. On va aller récupérer toutes les informations qu'on peut avoir. Donc, si on regarde cette première image, hein, on fait une sorte de réalité augmentée, très basique. Voyez-le un peu comme en photographie, hein. L'appareil photo, il a tendance à écraser le rendu et transforme votre vision 3D en une image en version 2D. Donc, il faut jouer sur la profondeur, sur les formes, sur les couleurs, hein. Comprenez bien, on a en rouge, c'est du premier plan, en bleu, pardon, qui pourrait être notre second plan, hein, c'est notre arrière-plan. Donc, quand vous travaillez sur une image, vous devez essayer de recontextualiser la 3D, hein, la 3 dimensions, puisque l'image est plate.
Comment je peux faire pour contextualiser tout ça? Regardez les couleurs, regardez les formes. Si on parle de végétation, vous devez regarder à quelle saison, hein. Essayez de déterminer par la couleur des feuilles si éventuellement on est quoi? On est au début du printemps, on est à la fin de l'automne, etc., etc. Les bâtiments, toutes les formes, les couleurs, hein. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh ben, il y a des choses qui attirent notre œil. En rouge déjà. En rouge, on voit clairement qu'il y a des positions blindées, hein, qui se déplacent. On en voit une à l'arrière-plan total et une au premier plan, hein. Donc, on a une étendue d'eau également en rouge que vous pouvez voir. Donc, pensez toujours à ça, hein. Une image se structure en trois plans. On distingue le premier plan, le second plan, on se trouve généralement le sujet, le point d'intérêt. Si on prend une photo, hein, on a l'habitude de cadrer comme ça. Nous, humains, l'arrière-plan, hein, qui va compléter la composition. Donc le premier plan désigne la zone de l'image située entre vous et le sujet, hein. Les éléments positionnés à cet endroit seront choisis afin d'enrichir l'impact visuel. Bien cadré, le premier plan fera office de tremplin à une image de scène plus large, hein. Ça, c'est typiquement ce qu'on apprend en photographie. Ensuite, le but, c'est de guider le regard, hein, plonger au cœur de l'image. Et ben, c'est exactement vous, en tant que spectateur, vous devez plonger, guider le regard, et votre regard doit être au service de votre intelligence, de votre cerveau. Je vous ai dit que c'est un travail, une corrélation, un binôme entre vos yeux et votre cerveau, si vous voulez faire du GeoInt de limite, hein. Vos yeux vous donnent la ressource, vous devez l'analyser avec votre cerveau, hein. Et ce cerveau, il faut avoir le mindset également, hein, de l'enquêteur au SINT, GeoInt. Il faut avoir ce protocole, hein, ces tactiques, ces techniques, ces procédures. Qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui attire mon œil, hein? Donc le premier plan, c'est la profondeur, et ça a une valeur informative, hein. Ça doit inviter votre regard à parcourir l'image, hein. L'image, comment on la regarde? D'abord, on regarde le centre, hein. Ensuite, on va faire un mouvement circulaire. On va regarder, regarder, regarder jusqu'à qu'on a atteint les coins. Après, vous allez scanner, hein. Vous allez scanner comme un ordinateur, hein. Vous allez faire de gauche à droite, de haut en bas. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous regardez comme ça, jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui attire votre œil, hein. Donc une image, c'est vraiment, vous allez la passer au peigne fin, ok? N'hésitez pas à zoomer pour essayer d'avoir des détails, hein. Vous avez des outils pour améliorer sensiblement le piqué d'une image, d'accord? Mais une image se regarde, hein, en plusieurs minutes, hein. Si l'image est très complexe, si elle a beaucoup de détails, de piqués, vous pouvez passer des heures sur une image, ok? Ne croyez pas qu'un simple regard suffit. Ah bah ouais, ouais, voilà, tu vois? Parce que le gars normal, il va dire, ah bah ouais, ouais, c'est une route, je vois de la fumée au loin, il y a un HLM, il y a personne dans les rues. Ouais, c'est pas mal comme analyse, mais tu peux faire mieux, hein. Regarde à la couleur des arbres, hmm, on peut se poser des questions, hein. Quelle période? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir à gauche, c'est pas mal à gauche, mais au premier plan, on aperçoit un rectangle rouge, hein, c'est l'étendue d'eau. À gauche, derrière l'étendue d'eau, on aperçoit une place relativement étendue, hein. Là, clairement, qui est cachée par la végétation en bleu. On a une route qui traverse l'étendue d'eau, donc on peut se dire que c'est un pont. En tout cas, ça passe, hein, en dessous. Il y a de l'eau et ça la sépare de la place et ça longe vers une route, hein, une avenue tout en haut, et on a l'impression d'avoir un blindé, hein, qui est en train de faire des choses bizarres puisque c'est en train de fumer. Donc soit il pollue énormément, soit peut-être il a commencé à tirer quelque chose. On peut se poser la question. D'accord? Mais voilà, hein, on a nos HLM, on aura deux tours HLM, on voit un câble qui passe, hein, ça doit être une ligne téléphonique ou électrique, plus téléphonique je dirais. Donc il faut retrouver ces éléments sur l'imagerie, hein. On va utiliser Google Maps et le but, hein, c'est de retrouver l'endroit précis où ça a été pris, hein. On remarque le centre de ville, le centre-ville, une étendue d'eau, hein, qui va nous servir de point de repère. Là, vous voyez que maintenant on est vu du ciel. Vue du ciel, ah, je retrouve cette fameuse place. Je corrèle les informations. Ah, en effet, si je regarde mon rectangle bleu à gauche, hein, on retrouve la végétation qui aurait pu masquer. Et si je me mets un peu, euh, comment dire, si je compare les deux images, on peut se dire en effet, hein, que l'étendue d'eau, elle est bien en rouge. On retrouve nos deux tours énormes,
hein, qu'on avait sur notre photo. On arrive à corréler les informations, vous voyez, on arrive à situer maintenant, vu de l'espace, situer l'endroit où la photo a été prise, hein. Mais si on décide d'exploiter la seule image de Google Street View disponible, eh ben, pour vérifier la position dans la vidéo, on s'aperçoit sur la place plusieurs éléments susceptibles de servir de repère, hein. Donc encore une fois, on voit un drapeau ukrainien. Donc les points de repère sont donc la place en bleu, les deux bâtiments blancs derrière la place en vert, et deux drapeaux, hein, ou du moins deux mâts à drapeau en rose avec clairement il y a un drapeau ukrainien. D'accord? Donc si on se balade euh, à ces coordonnées, on voit que sur Street View, on peut confirmer ces points, hein. On a un seul angle de vue disponible depuis le centre de la place, mais les images permettent de retrouver les points de repère évoqués, hein. On retrouve d'ailleurs le drapeau. Donc c'est intéressant. Le ou les drapeaux, hein. Donc tous les éléments corroborent et permettent de confirmer que la vidéo a été prise dans la ville. Ensuite, on a la position du véhicule blindé, hein, qui s'avance. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? La vidéo, hein, il va s'avancer, 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 peut-être repérer le spotter, hein, et bah, tirer un obus tout simplement sur le bâtiment. Donc il faut déterminer avec précision la position du véhicule blindé, hein, que l'on dresse. Alors on va pas faire de take-int, hein, puisque l'image est beaucoup trop mauvaise. Honnêtement, ça va être dur de déterminer quel type de matériel russe a été utilisé. Mais on peut dire qu'il se trouve sur la route longeant la place, hein, en jaune. À droite du blindé, on aperçoit une route perpendiculaire. On remarque la position du lampadaire. De dos, en bleu, qui éclaire la dite route. En retrait à gauche du blindé, on aperçoit l'un des bâtiments qui jouxte la place, en vert clair. Et en face de celui-ci, de l'autre côté de la route, on aperçoit l'ombre projetée par un bâtiment de grande hauteur, en vert foncé. D'accord? Donc si on considère les jeux d'ombre, de lumière qu'il a traversé l'intersection, hein, car on voit que l'ombre du bâtiment est projetée derrière lui, donc on arrive à peu près à corréler la position du soleil, sans toutefois avoir dépassé le premier bâtiment à gauche, duquel s'échappe une épaisse fumée noire en direction de la droite, hein. Le blindé est à peine dedans, si on doit comparer. D'accord? Donc vous devez corréler les informations. Vous savez qu'en fonction de quoi? De la saison, de l'heure, du jour ou de la nuit, eh ben, la lune ou le soleil va pas être situé au même endroit, hein. Vous savez que à midi, le soleil est au zénith, hein. Donc, les ombres, extrêmement puissantes pour déterminer beaucoup de choses, hein. Savoir notamment à quelle heure de la journée, si les ombres sont quoi? Sont basses ou sont très petites, très faibles, hein, ce qui voudrait dire que le soleil était déjà à l'apogée. Donc la vue générale de la situation permet de replacer les éléments vérifiés auparavant et ceux nécessaires à la détermination de la position du blindé. Petit carré rouge. La fumée semble s'échapper du bâtiment à toit blanc, juste à côté du carré rouge. En se basant sur la liste des matériels utilisés, hein, on peut établir différentes constatations. Alors, on a Oryx, hein, que je vous conseille d'aller voir, bah, qui fait du Tekint 1, qui va analyser tout le matériel de guerre et voir notamment les ventes d'armes, hein. Vous savez que on a vendu des canons César 155 mm à l'Ukraine. On a également du matériel hollandais, hein, des PZH. On a récupéré aussi des informations sur les mouvements blindés. Et bah, il fait de la veille, hein. Il récupère les missiles, il récupère les drones. Et le but, c'est de bah, localiser le matériel de guerre et faire du take-in, c'est-à-dire connaître les spécificités, hein, du matériel, hein, quelle est sa version, quel est le modèle. Donc, ses conclusions, c'est que c'est un véhicule de combat armé, ça, pas de doute, hein, puisqu'il tire. Le véhicule semble disposer d'une tourelle quasiment aussi large que son châssis, donc c'est pas un BTR, un BMP ou un BMD, hein, qui sont, on va dire, les trois types de matériel blindé, hein, d'infanterie léger. Donc ça doit être plutôt du lourd. Si c'est du lourd, c'est la série des T-72, T-80, T-84, T-90, qui sont typiquement bah, les tanks russes utilisés depuis la guerre froide. D'accord? Le T-90 était un peu plus récent, mais T-72, T-80, T-84, c'est des vieux chats, hein. Donc on voit déjà que en plus la Russie n'engage pas
son dernier matériel de guerre, hein. Le T-84, il date de 99. Donc c'est déjà, il a plus de 20 ans, hein. Et le T90 est un peu plus récent. Il est depuis, pareil, quasiment 30 ans. 25-30 ans, le T90. Donc c'est vraiment l'épine dorsale, hein, le T90, le T84, hein, c'est ce qu'on appelle des MBT. Ce sont des Main Battle Tanks, donc des chars lourds, hein, par opposition aux autres, hein, qui sont beaucoup plus légers. Donc on peut affirmer que c'est du MBT, mais au vu de la qualité dégradée de la vidéo et de l'image, et le fait que on la voit que sur un seul angle, ça va être très très dur, hein, de déterminer réellement si c'est un T72, un T80, un T84, un T90. D'accord? Mais on peut supposer, au vu du drapeau ukrainien qui flotte encore, qu'il s'agit d'un véhicule russe. Donc, pareil, on va marquer, hein, la position du blindé approximative. Maintenant, il faut se mettre à la place de l'observateur, hein. On voit que le spectateur se trouve de l'autre côté de la rive, mais pas à proximité immédiate étendue de l'eau, hein. On pourrait dire qu'il est à une relative distance, hein, je dirais à vue de nez, au moins une centaine de mètres. Et on peut commencer à dresser, hein, les lignes de fuite et en tout cas la solution de tir, hein, qui a été calculée par le tank. Donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on regarde, on voit que les bâtiments sont plutôt alignés, hein, au niveau de la ligne de fuite. Si on se base encore une fois à la place de l'observateur, hein. Euh, et la prise de vue réalisée depuis la place nous permet de penser qu'il s'agit du premier bâtiment, hein, et que le second n'est pas totalement aligné à cette hauteur, il serait bloqué par les bâtiments visibles sur le côté de la route. D'accord? C'est ce qu'on peut voir sur cette image. Donc, estimation de la position du spectateur. Frappe aérienne impactant des immeubles d'habitation dans la rue principale. On a un tweet, 3 mars 2022, un immeuble résidentiel complètement détruit dans la ville de Borodianka, au nord-ouest de Kiev, suite au bombardement hier et avant-hier. On a le lien, on récupère la vidéo, c'est Neuron Intelligence, NeuroIntel, hein, je vous conseille d'aller voir, qui fait également de l'OSINT du GeoInt depuis le début du conflit. Donc des photos, hein, qui proviendraient de bombardements datant de 2 jours précédemment. Donc encore une fois, on pensait en termes de temporalité. Et on étudie les 2 premières photos, puis la troisième. Donc là, on voit les frappes directes sur le bâtiment 1, hein, qu'on va appeler bâtiment 1, qui a été sacrément ravagé. Et on a les 2 dernières photos qui seront étudiées et ensuite on va essayer de les lier, hein. La photo de gauche étant simplement plus éloignée de la cible des impacts, là où celle de droite est bien plus proche. Les détails de destruction présents sur les bâtiments permettent de confirmer qu'il s'agit dans les 2 photos des mêmes, hein. On va relever par ailleurs le tag présent en bas à gauche du bâtiment, le plus à gauche qui est visible dans les 2 photos, hein. Donc on voit que le bâtiment est composé d'un buste en rouge posé sur une colonne composée de 4 cubes en vert. Le monument est légèrement surélevé par une plateforme au contour travaillé, rose, et la plateforme se trouve sur une place avec des murets en guise de limite. Et on a une sorte de damier rouge-noir pour le sol, hein, qui est en bleu clair, qu'on peut voir sur ces images. Donc on reconnaît évidemment les éléments de la place étudiés plus haut. Un retour sur l'image de Street View nous permet de confirmer l'hypothèse. Il s'agit bien de la place Borodienka, où trône le monument Taras Shevchenko. On retrouve en face les bâtiments impactés par la frappe. Donc on parle de 8 étages plus le rez-de-chaussée, hein, si on les compte. Et on voit un schéma qui se dessine dans l'immeuble, hein. Donc on voit qu'il a été frappé directement au centre, hein. Il y a toute une partie qui s'est affaissée et on a le même immeuble, hein, sur chaque étage. 2 baies vitrées collées, puis 3 fenêtres individuelles. Donc il manque la partie centrale, hein, comme je vous le disais, c'est-à-dire 2 baies vitrées collées, 3 fenêtres par étage, soit un minimum de 18 appartements, 9 étages avec le rez-de-chaussée. On estime à 2 appartements sur chaque partie centrale, avec une baie vitrée par appartement.
C'est ce que vous voyez sur la vue satellite avec l'estimation des dégâts s'agissant seulement du morceau de destruction totale. Les dégâts touchent tous les appartements, mais on le voit à des degrés divers. Et la croix représente la zone qui s'est effondrée. Donc ce bâtiment abritait un service financier, centre des impôts, gestion du cadastre pour ce secteur, hein. On a les coordonnées qu'on peut également voir sur Google Maps. Frappe sur le troisième bâtiment cette fois-ci. On cherche à déterminer la position du bâtiment détruit et on voit que la photo a été présentée via un tweet. Donc on voit hein, la puissance de la charge utile qui a complètement détruit le centre du bâtiment. On a une analyse rapide qui permet d'écarter l'hypothèse qui aurait été la plus probable. Vraisemblablement, pas le même bâtiment, les destructions sur la section centrale sont pas les mêmes et les deux derniers étages font toujours jonction. D'accord? Donc le bâtiment étudié plus en haut n'est pas celui-là. Toutefois, on retrouve la même architecture du bâtiment, les deux baies vitrées, puis trois fenêtres individuelles. On a des éléments de repère hein, qui laissent penser que ce second bâtiment est à proximité du premier étudié. On remarque notamment la route derrière le bâtiment en se prolongeant perpendiculairement à celui-ci. On a deux installations sur le toit du bâtiment, hein, donc on voit le prolongement en jaune. On voit également l'aération, la cage d'escalier au niveau du bâtiment cible, deux bâtiments d'habitation en bleu et un bâtiment de grande hauteur en blanc qui est dessiné sur impression en vert. Donc on a une étude de la photographie satellite hein, de la place qui va permettre de révéler les éléments qui pourraient correspondre, hein. On le voit, et ce que je vous disais, si vous regardez la photo en vert, on a le grand bâtiment blanc, les deux bâtiments d'habitation en bleu, le bâtiment en jaune derrière la route. Donc on remarque le bâtiment étudié ne possède sur l'imagerie satellite de droite structure sur le toit, les fameuses aérations blocs d'escalier, là où la photographie n'en présente que deux. Toutefois, on peut considérer que le bâtiment disposait bien de trois aérations, et il y en a une qui a été détruite hein, par la frappe. Donc sur la photographie, on voit qu'au sommet, hein, en vert du grand bâtiment blanc, on a ce qu'on appelait le palais de la culture, hein, qui est en bleu foncé. Donc, encore une fois, la structure hein, du palais de la culture de Shevchenko à partir des images agrégées par Google Maps, hein, et on voit les mêmes bâtiments. Donc, la photographie, là, nous montre le palais depuis l'angle de vue des images des immeubles, en face, donc, hein, si on doit résumer, et on voit la présence d'une cheminée, rectangle orange, derrière le palais, hein. La photographie à droite permet de remettre en perspective le palais face aux immeubles, hein. Tout est question de, encore une fois, de ligne de fil, de point de vue. Si on revient sur notre photo initiale, on peut rajouter des éléments. Donc, hein, on remarque la présence de l'étendue d'eau à gauche, en rose, hein, bien qu'elle soit partiellement camouflée, cachée, et la cheminée, hein, qu'on retrouve en orange, qui se dessine nettement et qui sort hein, au vu de sa taille. Donc le second bâtiment détruit se trouvait donc être le troisième hein, de l'enfilade d'immeubles, et il y avait une banque, un hôtel, un magasin de déco et des logements. On a les coordonnées également sur Google Maps. Ensuite, la confirmation des destructions sur la place centrale. On a plein de vidéos indépendantes, hein. Donc on retrouve beaucoup de sources. La première vidéo, visiblement, a été prise justement sur la place Shevchenko, qui semble être, au vu des dégâts occasionnés des frappes aériennes, hein, peut-être de l'artillerie, sans surprise, hein, comme nous l'avions auparavant déterminé, deux ou trois des immeubles ont été lourdement impactés, hein. Le second immeuble au centre est relativement épargné, tout comme le palais de la culture dont les vitres ont juste été soufflées. La place et son monument semblent avoir été endommagés, hein. Donc on a Reuters, un article et une brève du 3 mars 2022, un drone footage showed destruction of buildings and burnout Russian military vehicle in Ukraine's Borodianka, a town near Kiev, where locals claim they had repelled a Russian assault. D'accord? Donc des images, des vues du drone nous montrent la destruction des bâtiments à moitié brûlés hein, et des véhicules de l'armée russe dans la ville de Brodianka en Ukraine, près de la ville de Kiev, de la capitale même j'ai envie de dire, où les locaux hein, disent qu'ils ont repoussé un assaut
des Russes. Ensuite, on a la seconde vidéo qui permet de confirmer à nouveau les dégâts sur la place. Elle permet aussi de confirmer et de géolocaliser des pertes matérielles russes le long de la rue Lénine qui auraient pu auparavant être filmées par un piéton. Donc, on voit tout ça. Donc, on remarque le bâtiment incendié. On a eu des vidéos aussi de l'assaut qui a été lancé sur ce bâtiment. La vidéo circulait. Euh, donc voilà, je vais pas vous mettre toutes les vidéos, mais encore une fois, on va se faire une banque de données et à partir de ces informations, on va pouvoir extrapoler et s'assurer que c'est bien le bâtiment dont on parle. Donc on voit le bâtiment incendié, l'architecture particulière et son entrée marquée par une structure jaune qu'on retrouve sur la vidéo du drone. Et le toit bleu et la devanture jaune permettent de trouver ce bâtiment. Donc vous devez constamment laisser votre affect. Encore une fois, quand vous étudiez les preuves, vous allez être influencé par vos propres biais cognitifs. Euh, Ça a aucun impératif, hein, ça a aucune utilité, puisque, encore une fois, vous devez rester, garder la tête froide. Donc si on regarde un peu les mouvements et les frappes au rond-point, on parle de E73 et de la T10-19. Donc encore une fois, on va se focaliser les mouvements et les frappes, puisque c'est consécutif au rond-point. On a le E373 et la T10-19. Donc les frappes évoquées tout au long de cette note s'inscrivent dans un contexte plus large de volonté pour les forces russes de couper l'axe ouest de Kiev. Alors Kiev, parce que maintenant il ne faut pas utiliser le nom russe. Empruntant la route européenne, la 373 qu'on appelle E373, entre la capitale ukrainienne jusqu'à la ville de Lublin, en Pologne, en passant par le checkpoint de Berdyanski, les images ci-dessous nous montrent les prises au 27 février dans la. Encore une fois, on voit l'utilisation de Street View pour confirmer la position du rond-point. Les vidéos, les photos seront vos alliés dans ce contexte. Et surtout comparer les clichés avant la guerre et après la guerre. Donc après la guerre, on a 2 jours après la vidéo qui montre les mouvements de blindés russes sur le rond-point. On a une nouvelle vidéo qui est postée et qui est liée au message présentant des images de destruction du rond-point et qui a été détruit par des forces aériennes. Donc encore une fois, on va se baser sur un tweet de Neurointelligence qui date du 3 mars 2022 et on peut constater l'horreur de la guerre. Encore une fois, on n'est pas là pour légitimer ou prendre parti de tel ou tel camp. hein. On vous pousse constamment via la guerre de l'information à défendre les Russes, les Ukrainiens. Moi, je suis ni russe ni ukrainien. Je constate qu'il y a des populations civiles qui sont en train de trinquer. On est en train de détruire l'économie, comme on l'a fait avec le Covid. On est en train de détruire l'économie globale avec le contexte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Je vois les services de renseignement russes qui avancent leurs pions. Je vois les services de renseignement occidentaux qui avancent également leurs pions. hein. Et on en revient à cette bonne vieille guerre froide entre l'ancien pacte du Varsovie et aujourd'hui les membres de l'OTAN. hein. Donc encore une fois, on fait pas de politique, j'en ai rien à foutre, je constate. Je constate les populations civiles qui trinquent, je constate même les militaires qui sont en train de mourir, de pauvres jeunes, des conscrits, tant côté ukrainien que côté russe. Donc ça me fait de la peine. Des gens sont morts. Ce qu'on peut constater, c'est que tout de suite, ça change de ton. La guerre, alors là on la commente de loin, c'est à 2000 km de chez nous, ça paraît facile. Mais si on y était, je pense que, ouais, en effet, on pourrait, à la limite, prendre parti pour l'un ou pour l'autre camp. Tout est question d'idéologie, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, si on peut faire la synthèse des 2 vidéos au rond-point, on est toujours à Bolodianka, on est à la section entre le 773 et on a les coordonnées sur Google Maps. On voit clairement, bah, encore une fois, ce qu'on a pu constater. Les bâtiments, la fameuse tour, enfin, le symbole, et d'autres éléments qu'on a pu récupérer avant la crise. Vue du ciel, on voit la vidéo du spectateur. Toujours, vous devez constamment, c'est
c'est biparti. Dans quel sens? La vue du spectateur, que ça soit une photo ou une vidéo, il y a un certain cadrage. Ok? Là, vous le voyez en jaune, hein, vidéo 1, spectateur. Donc, il est en train de cibler la place et les autres bâtiments qu'on voit en face. On voit le déplacement, vidéo 1, blindé en mouvement. D'accord? Ensuite, vous avez d'autres vidéos hein, qui vont venir étayer pardon, la première vidéo, hein, la vidéo du spectateur. On a la vidéo 2, spectateur, destruction. Encore une fois, nouveau premier plan, second plan, ligne de fuite. Hein. Vous devez à nouveau contextualiser. À partir d'où je sais, j'arrive à géolocaliser la première vidéo, où est-ce que a été prise la deuxième vidéo, ou la troisième, ou la quatrième. Hein, encore une fois, on doit contextualiser. Ensuite, on voit la dernière image satellite, hein, qui permet de remettre tous les événements utilisés dans le contexte géographique. Si vous regardez les rectangles, rouge, rond-point, bleu, la place, vert, ce sont tous les postes. Au niveau des lignes, jaune, on est sur le 373, est-ouest, au niveau de son axe, et rose. Hein. C'est la T19 dont je vous parlais précédemment, c'est l'axe nord-sud. Donc encore une fois, hein, il n'y a pas de... Vous devez analyser tout ça. Il n'y a pas de contexte géopolitique, de contexte politique ou de biais cognitifs qui doivent s'appliquer. Hein. Je ne défends pas l'un ou l'autre camp. Hein. La guerre est horrible, encore une fois, prenez conscience de tout ça. Nous, qu'est-ce qui, qu'est-ce que peuvent nous apporter toutes ces images? Elles peuvent nous donner un autre regard. Et vous voyez qu'avec le GeoInt, on peut contextualiser, sourcer toutes ces images. C'est un travail de longue haleine, comme tout. Hein. C'est dans la difficulté que vous allez donner le meilleur de vous-même. La facilité vous avilira. Hein. La plupart des gens, ils veulent mener une vie facile. Ok? Si vous voulez vous battre, si vous voulez comprendre la complexité de ce monde, ça passe également par l'intelligence. L'intelligence, une des sous-disciplines de l'intelligence, c'est le géoïde. D'accord? Donc voilà, on fera d'autres cours. Je remercie Alexandre B pour tous ses supports, pour son travail. Encore une fois, je ne fais que mettre en vidéo tout son travail. Je n'ai rien inventé. Et si j'étais intelligent, ça se saurait. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.